Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et on va partir dans nos terroirs. On retrouvera dans quelques instants Valérie Zago pour une belle page Apicurien, ça sera à suivre. Elle s'appelle Christelle Laureau, meilleure ouvrier de France fromager. Elle décroche 2 médailles d'or et une de bronze au Brésil pour sa sélection de fromage. Sacrée championne sur ce plateau. Le grand almanach de l'Alsace 2020 vient de sortir. On en parlera dans quelques instants avec notre invité Jacques Fortier. Et dans le rendez-vous du logement et de l'habitat, on découvrira le bureau décentralisé de Schirmeck, du logement social de la Cibar. Comment tout cela marche, ça sera à suivre. Avant cela, c'est le JT, Cécile Motz. Les informations de ce jeudi 26 septembre. Quel avenir pour la centrale de Fessenheim? Le dossier est encore sur la table. Ce matin, la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon était en visite à Colmar. Nous ferons le point sur la situation. Un mot d'art également avec la rencontre d'un photographe animalier. Son objectif, immortaliser le fameux brame du cerf. Marine Zis nous emmènera. Et pour finir, direction Strasbourg, découverte de la virgule, une ancienne menuiserie du quartier de la Coppe totalement repensée. Mais pour commencer, nous apprenions en fin de matinée le décès de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Il s'en est allé à l'âge de 86 ans. On se souvient de son discours en 1988 à Strasbourg. Je viens à l'instant d'être informé que les trois otages français retenus au Liban viennent d'être remis entre les mains du représentant du ministre de l'Intérieur. Député, ministre, maire de Paris, Premier ministre ou encore président du RPR, il a surtout dirigé la France pendant 12 ans et sa carrière politique l'a souvent menée en Alsace. Friand de sa gastronomie, il soutenait également sa vocation européenne. L'un de ses amis s'en souvient avec émotion. Jacques Chirac était l'un de ses soutiens lors d'une campagne électorale. Il s'agit de Robert Grossman, ancien président de la communauté urbaine de Strasbourg. On l'écoute. Moi, j'étais très jeune au bureau exécutif national de l'UDR et j'ai vu débarquer un jour un jeune secrétaire d'État qui avait 7-8 ans de plus que moi. C'était Jacques Chirac et nous étions autour de la même table. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Et après l'épisode Chaban-Giscard, Chirac m'a demandé de lui organiser un grand congrès de jeunes, ce que j'ai fait au Bourget en décembre 1975. À côté de moi, dans mon équipe rapprochée, il y avait Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac a apprécié ce jeune que j'avais recruté et ils ont eu ensemble par la suite l'aventure que tout le monde connaît, que la France entière connaît, avec des hauts et des bas. Mais voilà, c'était le début de l'histoire. Je suis évidemment atteint par cette disparition. C'est une grande page de l'histoire de France qui se tourne. Il y a déjà eu beaucoup de changements dans la vie politique, mais là, c'est vraiment un tournant important et je crois qu'une manière de faire la politique vient de disparaître avec Jacques Chirac. Donc ça m'a beaucoup atteint, ça me fait beaucoup réfléchir, ça me fait méditer sur la vie politique en général. Politique toujours, le dossier Fessenheim reste sous tension. 5 mois avant la fermeture du premier réacteur de la centrale nucléaire, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, était à Colmar ce matin. Aux commandes du 4e comité de pilotage sur l'avenir du territoire de Fessenheim, 14 communes se sont engagées à la création d'une société d'économie mixte franco-allemande. Cette société permettrait d'accueillir des entreprises sur le territoire après la fermeture de la centrale prévue en 2020. Plus de détails avec Emmanuelle Wargon au micro de Fanny Kunz. On a progressé sur l'énergie puisque nous sortons aujourd'hui les résultats de l'appel à projet photovoltaïque. Donc nous allons avoir de l'énergie solaire qui va venir prendre le relais de l'énergie nucléaire. Nous avons aussi progressé sur la question de la concession hydraulique puisque EDF accepte les modalités de compensation. Ça va permettre de relancer un projet. Nous progressons sur le technocentre puisque nos amis allemands sont ouverts à une discussion
qui va nous permettre de voir comment positionner ce technocentre de démantèlement dans le projet global de démantèlement de la filière. Nous progressons sur les transports, puisque nous allons avancer pour des études sur la liaison Colmar-Fribourg. Les discussions sont encore en cours avec les collectivités, mais elles avancent bien. Nous progressons sur tous les sujets. Simplement, chaque réalisation arrivera en son temps et il nous faut maintenant quelques entreprises qui viennent s'implanter. En tout cas, les conditions sont réunies pour le faire. De leur côté, les collectivités attendent aussi des actes forts du gouvernement, comme le précise Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. J'ai demandé à la ministre ce matin qu'il y ait un engagement financier de la part de l'État sur l'ensemble des projets au fur et à mesure de leur concrétisation sur le territoire de Fessenheim. Je crois que c'est important. Les acteurs, tous les acteurs locaux sont aujourd'hui mobilisés. Il faut que l'État reste à nos côtés pour nous aider à financer les projets et aussi dans le cadre de la compensation fiscale pour les collectivités. Sa présence sur le territoire alsacien est historique. SFR a été le premier opérateur à amener le très haut débit dans la région. Aujourd'hui à Dorlisheim, son président Alain Veil officialise l'arrivée des offres fibres, un nouveau partenariat avec le réseau d'initiatives publiques Rosas, missionné par la région Grand Est pour déployer la fibre en Alsace. Il s'engage aussi à déployer la fibre optique dans 16 000 logements alsaciens. On écoute le président de SFR au micro de Camille Roland. La spécialité de Numéricable, c'était le câble. On a gardé ce savoir-faire. Le câble a apporté le très haut débit à déjà beaucoup d'Alsaciens, parce que le câble, au début, il a apporté la télévision, mais depuis quelques années, il a amené aussi l'Internet et le téléphone. Le câble devient de la fibre, et dans les zones où il n'y a pas le câble, eh bien, nous avons soit des partenariats, soit nous déployons de la fibre, et sur l'ensemble du territoire, nous souhaitons devenir un des plus grands acteurs, si ce n'est le plus grand acteur de la fibre, parce que c'est vrai que la fibre va changer la vie de beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de Français en général. C'est aussi une nouvelle façon de pouvoir consommer la télévision, notamment la télévision délinéarisée. La fibre, c'est aussi demain le télétravail, la télémédecine, l'agriculture connectée, l'éducation connectée. Donc c'est vraiment quelque chose qui va changer l'aménagement du territoire, donc qui va changer la vie de beaucoup de territoires alsaciens. Ainsi, près de 60% du territoire alsacien va bénéficier de la fibre de SFR. À terme, l'objectif de l'opérateur est de proposer ses offres fibres à 100% des Alsaciens. Direction la COP, un quartier en reconversion à Strasbourg. En plein travaux, l'ancien entrepôt va devenir le repère de nombreux artistes. Un espace de création coopératif et artistique qui va s'appeler La Virgule. Romain Hirt s'est rendu dans ce bâtiment pour le moins original. En plein cœur de la zone industrielle du port du Rhin, au milieu de bâtiments désaffectés tels que l'ancienne malterie, se situe le nouveau repère d'artistes de la ville de Strasbourg. Après le Bastion 14 dans le quartier de la Gare en juillet dernier, c'est désormais La Virgule qui sera inaugurée ce week-end. On sait à quel point il est important d'avoir la culture au cœur de la cité, mais aussi dans les quartiers. C'est le cas ici au port du Rhin avec la COP. C'est aussi un élément de rayonnement, d'attractivité de notre territoire. Et donc c'est important de permettre aux artistes de trouver des espaces pour créer, pour développer leurs projets, pour avoir une chance. Il faut qu'ils restent à Strasbourg et qu'ils fassent rayonner notre ville. En plus des 3 collectifs ayant déjà investi les lieux, 7 ateliers de La Virgule sont destinés à de jeunes artistes des arts visuels. Une aubaine pour ces créateurs qui évolueront dans des architectures essentiellement constituées en bois. On a déménagé ici à Strasbourg En avril. En avril, il y a 6 mois, après un passage par Berlin. Et on avait jusqu'ici pas vraiment d'atelier, on travaille dans un espace de coworking. Et donc on est ravis maintenant d'avoir cet espace qui est vraiment qui est très grand pour nous et qui va être un super espace de travail. Nous on est déjà au sein d'un collectif, mais du coup être inséré plus largement face à d'autres pratiques, à d'autres personnes, de voir évoluer d'autres projets en parallèle des nôtres, de pouvoir communiquer, créer des passerelles. Nous c'est ce qui nous a fait envoyer notre candidature pour avoir un atelier et c'est vraiment ce qu'on espère ici. Un lieu original à découvrir ce week-end en compagnie d'une quinzaine d'artistes lors d'un événement ouvert au public qui marquera la véritable inauguration de ce nouvel open space artistique strasbourgeois.
Tous les ans, le brame du cerf est une période très attendue par les passionnés de cervidés. Au mois de septembre, les cerfs poussent des cris pour attirer l'attention des femelles et intimider les autres mâles pendant la saison des amours. De nombreux photographes tentent d'immortaliser l'instant. Parmi eux, un jeune passionné, Marinzis, l'a rencontré. Reviendra-t-il avec ou sans cliché ? C'est la question que se pose Loan Schwab avant chacune de ses sorties. Aujourd'hui, direction les Vosges pour tenter de photographier un cerf pendant le brame. Camouflé jusqu'au bout des doigts, Loan se dirige dans la forêt à la recherche d'indices. Ah bah ici il y a des crottes de biche. Et un peu plus loin... Bah là c'est une place de brame qu'un cerf a pas dû préparer il y a 1 semaine et demie. Parce que je l'avais vu marcher le long ici. Le long de la petite sapinière. Il prépare une place légèrement plate comme ça. Et ensuite il marque son territoire en urinant. Et il marque aussi les arbres aux alentours pour dire que ici c'est mon territoire. Et pour avertir les autres rivaux. Des indices de passage ou de présence qui poussent Loan à s'installer dans ce secteur. Les biches et les cerfs, ils passent souvent le long ici, en lisière de la sapinière, et ils descendent comme ça. Et après, ils traversent entre les arbres vers le bas. Le jeune photographe se camoufle. Avec un peu de recul, c'est à peine si on le distingue. Loan est en place, il n'y a désormais plus qu'à attendre. Généralement, quand je fais des affûts, ça peut aller de 1 heure jusqu'à 5 heures. Parfois, j'ai déjà fait des affûts de 8 heures, mais pas plus. Quand on aime la nature, le temps n'a pas d'importance. Bon, c'est sûr qu'après, c'est un peu long, quand même, quand il n'y a rien qui vient. Aujourd'hui, la forêt est bien calme en cette fin d'après-midi, mais 2 jours plus tôt, Loan avait croisé un cerf. Donc ça, c'était un cerf qui avait traversé le long du versant en pleine forêt. Et il y avait le soleil couchant, du coup ça donnait une magnifique lumière dorée. C'était vraiment magnifique à voir. C'était une affaire de, on va dire, 20 secondes, le temps qui se déplace entre les arbres. Après une bonne heure d'attente, Loan rentre bredouille. Mais pas de quoi décourager ce jeune photographe amateur qui profite de chaque moment de libre pour se rendre en forêt. La prochaine fois sera peut-être la bonne. Football maintenant et la défaite du Racing hier soir à Lille. Dans le stade où ils avaient soulevé la Coupe de la Ligue il y a 6 mois, les Bleus ont beaucoup souffert tout au long de la rencontre. Et il faut le talent de leur gardien Mats Zels pour retarder l'échéance. Mais le Racing va craquer juste avant la mi-temps sur ce contre Lillois rapidement joué. Mitrovic rate son intervention et le Lillois Osimhen ouvre le score. Les Strasbourgeois qui auront beaucoup de mal à se montrer dangereux en seconde période et qui encaissent assez logiquement un deuxième but sur cette belle action lilloise conclue par Loïc Rémy. Le Racing s'incline 2-0 et retombe à la 17e place du classement après 7 journées. Les Alsaciens tenteront de se rattraper dimanche après-midi. Les Bleus reçoivent Montpellier à la Méno, coup d'envoi à 15h. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Un Alsacien qui n'a pas d'autodérision n'est pas un vrai Alsacien. C'est la devise du compte Instagram Memes vom Elsass. Et ça y va, de la terrine à Peckhoff de Mamema à l'alcoolisme supposé, en passant par la carpe frite et bien sûr le Racing et l'éternel débat entre Menele ou Manala. Voilà, merci beaucoup Cécile pour ce JT. On accueille le plateau du soir. Mathieu Chanvillard, le billet d'humeur dans quelques instants. Christelle Laureau, meilleur ouvrier de France fromager. Et quelques médailles qui arrivent du Brésil et Jacques Fortier pour le grand almanach de l'Alsace 2020. Vous avez vu Jacques, hein, j'ai mis comme ça déjà beaucoup, exactement, les petits signés et on en parle juste après la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour
à tous et bienvenue sur Alsace 20. Alors cette matinée, eh bien, elle sera totalement mitigée. Regardez votre carte en ce vendredi matin. De la pluie si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin, partout ailleurs en Alsace, un temps sec et même ensoleillé. Il en sera de même chez nos voisins allemands et si vous êtes en Suisse, eh bien là, le soleil sera radieux. Les températures matinales, il fera déjà doux puisqu'il fera 13 degrés à Colmar, 15 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin. On remonte également à 14 degrés si vous êtes à Saint-Louis ou encore à Bâle, 15 degrés à Fribourg et 16 degrés du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien des averses absolument partout en Alsace et chez nos voisins allemands. Un temps sec et ensoleillé si vous êtes dans le nord de la Suisse. Côté température, eh bien il fera doux, 20 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin, 22 degrés ce sera la maximale si vous êtes à Pratteln, 19 degrés pour Strasbourg ainsi qu'à Fribourg, 17 degrés du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg et 16 degrés à Saverne. Votre journée de samedi, eh bien du soleil, quelques petits nuages et des valeurs qui iront entre 17 et 19 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Vincent. Le soleil se lèvera à 7h21 pour nous dire au revoir à 19h17. Excellent moment avec nous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et on peut le dire, ce soir, on reçoit une femme d'exception sur le plateau de 24 heures en Alsace. Christelle Laureau, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir. Ah bah vous pouvez, ouais, il faut avoir le sourire là. 2019, c'est votre année. Oui. Voilà, ça va mieux comme ça. 2019, année incroyable. Elle devient MOF, meilleur ouvrier de France fromager. Et il y a un mois, elle tente une compétition, le mondial du fromage au Brésil. Et vous ramenez 2 gold et une super gold, autrement dit, 3 médailles. Tout à fait. Alors, je suis très fière pour les Français, je suis très fière pour la fromagerie Saint-Martin qui nous affine nos comtés depuis presque 20 ans à la Maison Laureau. Et je suis fière pour ce fromage aussi parce que c'est grâce un petit peu à ce fromage que j'ai gagné le concours de meilleur ouvrier de France. J'avais fait une vrille un peu particulière. Avec le comté. Avec le comté. Vous avez présenté dans ces locaux-là, hein, on les survole en drone. Et là, cet endroit-là, c'est là qu'il y a eu ce fameux concours avec 955 fromages sur une dizaine de pays différents. Et j'étais la seule Française qui avait ramené du fromage dans mes bagages. C'était toute une aventure, mais bon, on va pas s'étaler. C'était presque la contrebande du transport. Et j'avais amené à peu près une quinzaine de variétés différentes. Que des fromages, je dirais, de bonne sélection et des fromages qu'on travaille Maison Laureau. Et le comté a fait partie, je dirais, des très bien médaillés. Et puis la surprise, c'est de se retrouver en 3e position sur 955 fromages. Et très fière que la France soit sur le podium. Première édition à Montréal, du mondial du fromage, au Brésil. Ça a dépassé toutes les espérances. 32 000 visiteurs, 955 fromages, 8 pays. Première place, une brésilienne. Ça, c'est bien. Voilà, et il fallait que ce soit une brésilienne. Une australienne en 2e. Avec un fromage avec des fourmis dessus. Des citrons. Mais on l'a su après qu'on l'ait goûté. Des fourmis mortes. Sinon, on les aurait vus. En extase. Non, mortes. Oui, non, sérieusement. Non, parce que les fromages corses, il y a bien des vers qui sont vivants, quoi. Oui, non, mais là, les fourmis étaient séchées et c'était vraiment très, très bon. Et on l'a su après coup qu'il y avait des insectes dessus. Non, mais c'était vraiment excellent. Alors, moi, j'ai bien aimé, vous avez été interviewé par la télévision brésilienne et la journaliste, au départ, elle vous demande simplement comment vous vous appelez, regardez. Vou falar com a Cristela Laureau e a Débora, que ela é mestre queijeira e ela vai traduzir para a gente. Ganhou em 3º lugar o queijo mundial de 2019 no Brasil. O que ela achou? Qual que é o sentimento dela de ter ganhado? Qu'est-ce que tu as trouvé d'être le vainqueur, la 3e place de ce concours mondial de fromage au Brésil? Alors pour la 2e fois, j'ai beaucoup d'émotions d'avoir gagné avec le comté, parce que c'est ce qui m'a permis de gagner le 18 février cette année le concours de un des meilleurs ouvriers de France. Voilà, je trouve, Christelle, que vous n'êtes pas très impressionnée en fait. Hein. Tout ce barnum, là, vous êtes très cool, très détendu. Non, mais en fait, on était à la fin d'une grosse journée de concours. Là, c'était vraiment le soir. Je pense que j'étais épuisée. Ouais. Épuisée par la chaleur aussi, parce que bon, la salle était climatisée.
Au niveau de l'organisation, c'était juste impressionnant. Il faut savoir que c'est une ONG, Certa Obras. D'ailleurs, on voit Déborah à ma gauche, qui est la présidente de cette association, qui a fait un travail juste incroyable. Je crois que c'est 2 ans ou 3 ans de travail avant d'organiser ce concours. C'est elle qui traduit. C'est elle qui parle traduit. français. Alors, elle parle français, c'est une Brésilienne. Par contre, j'avais Jeanne avec moi qui a passé 1 an au Brésil, ma deuxième des filles. Et du coup, c'était souvent mon interprète. Enfin, c'était toujours mon interprète parce que je ne parle pas du tout le portugais. Comment on se prépare pour une compétition comme ça? On s'entraîne, il y a des choses à préparer, à réviser, ou on y va comme ça? Lequel concours? Le mondial, en l'occurrence. Alors, le mondial, Déborah m'a dit, quand j'ai réussi le MOF le 18 février, elle me dit, voilà, j'organise ce concours, j'aimerais absolument que tu emmènes au moins le comté qui t'a permis de valoriser ta pièce de MOF. Alors, je l'ai un peu prise pour une... Oui, c'est celui-ci. C'est lequel? Donnez-moi, je peux goûter? Mais bien sûr, bah oui, c'est le but. Vous voulez goûter, Jacques? Oui. Voilà. Et j'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'elle est un petit peu faux-folle comme ça, et elle est vraiment amusante, mais à côté de ça, elle fait un travail tellement de fond sur les fromages, pas que les fromages brésiliens, vraiment sur les fromages du monde entier. Il y a une acidité qui est exceptionnelle. Ouais, parfait, mais moi, désolée, j'ai pas de vin pour accompagner ce soir, j'ai pas tout pris dans ma besace. Et donc je l'ai prise j'ai pris ça pour une plaisanterie, et puis en fait, au fur et à mesure qu'on approchait de la date, c'était plus une plaisanterie, et elle m'a demandé d'emmener du comté dans mes bagages, et enfin ça a été toute une organisation, et très très fière. La seule Française qui emmenait du fromage, et d'être sur le podium et de représenter tous nos producteurs français. On entend souvent cette phrase, pour être un bon fromager, aimer le fromage ne suffit pas. Alors je pose la question, c'est quoi être un bon fromager? C'est savoir sourcer, c'est savoir valoriser, c'est continuer à faire le travail de nos producteurs et l'amener au point le plus optimum pour la consommation de nos clients qui sont dans notre région, parce que ce qui est vrai ici n'est peut-être pas vrai dans d'autres régions de France. Voilà, et vous êtes des dénicheurs de fromage quand on trouve ce comté-là, quand on trouve d'autres fromages? Alors là, c'est une confiance, le comté. Nous avons un tri 1 fois par an, parce que c'est des fromages qui sont gardés beaucoup plus longtemps. Là, c'est un 18 mois, mais j'ai des 24 mois. Je sors la semaine prochaine les premiers 36 mois de la Maison Laureau. Et on a aussi beaucoup plus jeunes. En fait, on a 4 comtés qui composent notre plateau. Et là, c'est plutôt une confiance sur ce genre de fromage de garde. Voilà, Christelle Laureau, 2 gold et une super gold de bronze. C'est ce que vous ramenez, 3 médailles de ce championnat, de ce mondial du fromage au Brésil et meilleur ouvrier de France. Il y a le site internet de cette exceptionnelle boutique avec votre chéri qui est de l'autre côté. Hein. Il est resté très sagement au maquillage. Oui. 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 Voilà. Tant mieux, on peut dire. Place aux femmes. Et place aux garçons maintenant, c'est l'humeur du jour de Mathieu Chamvillard. Une fois n'est pas coutume, on va parler faits divers. En fait, pas ces têtes-là, hein. Les faits divers, c'est comme les pages lingerie dans les catalogues, hein. Personne dit qu'il les regarde, mais en fait, tout le monde mate ça. Non, on va parler faits divers, donc, avec cette info étonnante et inquiétante presque. Dans le Sungo, une antenne relais de téléphonie mobile a été incendiée le week-end dernier. Alors c'est même pas une première, c'est la 3e dans le secteur depuis cet été. Alors évidemment, stupeur et incompréhension des habitants. Alors évidemment, la question c'est qui a fait ça, hein? Qui? Alors, souvent dans ce genre de coin, à la campagne, hein, quand il y a une poubelle qui flambe à côté du stade de foot le soir, on se dit oui, c'est les jeunes qui traînaient là-bas et tout. Ouais, sauf que là, évidemment, c'est complètement impossible, quoi. Des jeunes, aujourd'hui, qui brûleraient une antenne réseau, téléphone mobile, se privant par là même d'Internet, de Snapchat, de WhatsApp et d'Instagram et de Facebook, c'est évidemment complètement impossible, c'est abracadabrantesque, enfin, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, les gendarmes du coin ont évidemment tout de suite rayé leur liste de suspects, tous les jeunes de moins de 25 ans du secteur. Mais alors qui? Des gens mécontents, forcément, des clients de Thomas Cook, des syndicalistes de la RATP, d'horribles écologistes, peut-être. Alors, Greta Thunberg, elle a un alibi, hein, elle était à New York pour une autre histoire d'incendie un peu plus grave, enfin bon, bref, passons. Alors, donc, qui? Un militant, sûrement, un activiste, peut-être, une espèce de Robin des Bois, enfin... Pas tout à fait un Robin des Bois du Sungo, parce que le Robin des Bois, lui, il aurait pris l'antenne relais, il serait allé la mettre chez des pauvres en réseau, des gens qui habitent dans des zones blanches. Hein. Vous savez, les zones blanches, c'est un peu ces favelas numériques du 21e siècle, où le réseau est tellement faible qu'on ne peut même pas télécharger le dernier Beyoncé. Le réseau est encore plus faible que la défense du Racing, c'est terrible. Bref, la gendarmerie est sur l'affaire. Ça aurait pu être une enquête pour un de vos personnages, d'ailleurs, Jacques, hein, mais Jules Meyer, lui, il officie plutôt au début du 20e siècle. Il y a quand même un siècle d'écart. Et au début des années 1900, il y avait assez peu d'antennes relais encore dans le Sungo, aussi prospère soit-il.
Oui, parce que pour les adolescents qui nous regardent entre Néandertal et Internet, il y a eu une séquence où il n'y avait pas de smartphone, on pourra vous en parler un de ces jours. Mais alors qui fout le feu aux antennes ? Des anti-antennes, des militants pour qui le téléphone portable serait insupportable. Peut-être la secte des nostalgiques du téléphone fixe à cadran. Peut-être des facteurs qui ont bien vu que le mail allait tuer le courrier et leur métier. Pour l'instant, l'enquête fait pchit et on s'interroge sur le mobile. Pas le téléphone mobile, le mobile, la motivation. C'est manifestement quelqu'un qui ne veut pas communiquer, en tout cas qui ne veut plus recevoir de coups de fil et qui ne veut plus appeler personne. Ça pourrait être Jean Rotner, dit comme ça, mais apparemment il a un alibi aussi. Ou peut-être tout simplement un habitant qui voulait être tranquille et qui ne voulait plus être harcelé continuellement au téléphone par tous ces gens qui vous appellent toute la journée pour isoler votre maison à 1 € et vous vendre de l'électricité, des tapis, des voyages, des concombres et des courgettes. Peut-être que quelqu'un qui a peur des ondes aussi, vous savez, ces ondes maléfiques qui peut-être auront néanmoins le pouvoir de d'emmener notre pyromane de pylône du fourgon cellulaire. C'est raté la fin du téléphone cellulaire au fourgon cellulaire. C'est planté. Eh non, pas du tout. Ça ne fait pas pchit parce que vous avez même rendu dedans avec ce célèbre pchit un hommage à Jacques Chirac. Puis il y avait Abracadabrantel. J'ai vu, ça c'est du Macron. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Chanvillard. À suivre, boum, c'est ça. C'est le grand almanach de l'Alsace. Un almanach, c'était vendu par les colporteurs à l'époque. Ça c'est dans les bonnes librairies. Quand vous étiez jeune, ça. Exactement. On en parle dans un petit instant avec Jacques Fortier. On retrouvera aussi Valérie Zago, la chronique terroir avec Apicurien après ça. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, on va parler de ce grand almanach avec notre invité Jacques Fortier. Comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Alors on va rappeler d'abord qu'un almanach c'est avant tout un calendrier avec plein de petites choses, des infos, des fêtes religieuses, éphémérides, calendriers. Et c'est surtout une très ancienne tradition. Les almanachs, j'aurais guère imaginé travailler un jour pour un almanach, mais c'est une des plus vieilles formes d'imprimé qu'on a diffusé, parce qu'effectivement c'est un calendrier, mais un calendrier enrichi. Un calendrier où on a ajouté petit à petit les cours des produits agricoles, les cycles de la Lune, des conseils pratiques, des fêtes religieuses ou des sables de genre. Et petit à petit, génération après génération, c'est devenu aussi une façon de présenter une région, une communauté, un groupe humain. Vous avez par exemple en Alsace la cohabitation, plusieurs almanachs religieux, le Saint-Joseph, le Saint-Odile, plutôt catholique l'un et l'autre, l'almanach évangélique luthérien, dont je n'ai pas besoin de dire qu'il est protestant. Vous y trouvez toute la tradition des messagers boiteux, qui puisent déjà dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est déjà pas de mon époque, je te rassure, Mathieu. Le premier messager boiteux est né à Bâle, et ensuite ils ont essaimé dans toute la plaine du Rhin. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de copyright. Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Il y a l'Alsace et son passé glorieux. Alors évidemment, on a été les rois du pétrole à un moment donné. On peut quand même il faut le rappeler. Voilà, ce sont ces images qui sont extraites de votre livre. Il y a évidemment ces trésors patrimoniaux, ces recettes gourmandes, ces légendes. Et à propos de légendes, Victor Hugo aurait été conçu. Voilà, donc on imagine les parents 9 mois avant, au col du Donon. Voilà, c'est un article que j'étais content de faire parce que c'était aussi rendre hommage à un vieil ami décédé aujourd'hui, le linguiste Charles Muller, qui est mort à 104 ans passés, et qui avait dans un petit livre fait pièce de cette légende qui voudrait que Victor Hugo ait été conçu au Donon, et qui a été reprise. Vous lisez Alain Decaux, vous lisez Castelnau, ils le disent, et en fait c'est un canular. C'est un canular qui a été monté par le patron des musées de Strasbourg à l'époque et le patron du musée Victor Hugo. Il y a une plaque là-haut qui dit qu'il a été conçu là. Au départ, il y a un petit argument de texte un peu faible qui est une lettre de Papa Hugo. Vous savez, Léopold, mon père, ce héros au sourire si doux, où Léopold dit conçu sur un des sommets des Vosges, etc. à son fils, qui lui a jamais répondu, qui n'en croyait pas un mot, qui savait que son papa était un vantard, qui savait que les dates ne collaient pas. Et donc, en fait, c'est un canular, mais canular qui n'a jamais été vraiment démonté, sinon par Charles Muller. Donc, j'étais content dans la blague de pouvoir lui rendre hommage. C'est un des articles. Alors, il y a nos ancêtres les Gaulois ou les Romains. Eh ben non, nos ancêtres, c'est les Tribocs. C'est les Tribocs. Pour nous, c'est les Tribocs. Ceux qui viennent à Brumath savent que la médiathèque de Brumath s'appelle les Tribocs. C'est le nom d'une tribu gauloise dont on a longtemps discuté pour savoir s'il était plutôt celte ou plutôt germanique. Vous imaginez bien qu'à certaines époques, l'enjeu n'était pas seulement historique, il était aussi politique. Mais en tout cas, les Tribocs sont des ancêtres
d'un grand nombre de barils noirs. Alors je me suis beaucoup amusé quand je suis arrivé vers le 14 février, la fête des amoureux, etc., avec cette anecdote ou cette page d'histoire que vous nous rappelez de Félix Faure, hein, président de la République, qui meurt évidemment dans les bras de sa maîtresse, alors ça fait un petit peu désordre, et dans l'article que vous écrivez, Clémenceau, qui n'aimait pas du tout Félix Faure, prononcera « Lui qui voulait être César, il n'aura été que Pompée ». Alors ne sous-titrons pas cette petite phrase. Clémenceau avait beaucoup d'esprit, mais Clémenceau avait aussi de nombreuses conquêtes féminines, dit-on. En l'occurrence, alors ce papier n'est pas de moi, car cet almanach est conçu avec un tronc commun, qui est un tronc commun national, puisqu'il y a une vingtaine de petits cousins qui existent dans d'autres régions historiques de France, le Berry, l'Anjou, etc., et l'Alsace pour nous. Et moi, j'ai fait les 50 papiers alsaciens que vous avez trouvés dans cette version. Carte blanche dans ce cas-là, où on pioche dans votre longue carrière de journaliste, ou justement on prend plaisir à aller découvrir encore de nouvelles choses? On prend plaisir à découvrir ou redécouvrir, parce que c'est un peu l'enjeu de l'almanach, c'est de se dire, il y a des estivants qui vont l'acheter, des estivants ou des gens qui viennent en hiver, peu importe la saison, mais des touristes en tout cas, qui vont l'acheter pour avoir un souvenir d'une région qu'ils ont découverte, appréciée, aimée, et qui veulent donc avoir un certain nombre de renseignements historiques, patrimoniaux, architecturaux, d'art de vivre, de culture, dans un almanach comme celui-là. Et puis, il y a des Alsaciens, bien entendu, qui sont contents qu'on remette un peu dans l'ordre des choses dont ils ne connaissent que des fragments. Je veux dire que même faire un petit article sur, présenter en 2 feuillets, le paysage des vins d'Alsace, les cépages, les grands crus, ça nous fait un petit mémo, voilà, etc. Ça fait un mémo pratique que les gens sont contents de trouver dans un almanach, qui est quand même quelque chose qu'on prend, qu'on reprend au fil de l'année. En tout cas, c'était l'argument d'origine, et ça reste un argument qui porte, puisque le marché de l'almanach est encore, vous l'avez dit, très vivant. Exactement. Allez, 30 secondes sur Saint-Exupéry. On sait qu'il a été en Alsace, même au Polygone. Voilà, il a été en Alsace. Il a passé les 3 premiers mois de son service national en Alsace, donc j'y rends aussi hommage dans l'almanach. C'est ici qu'il a appris à voler. C'est ici qu'il a fait son premier vol solo, c'était le 9 juillet 1921 au Polygone. Il paraît que l'atterrissage n'était pas génial, qu'il y a eu un petit retour de flamme. Enfin, ça a été raconté en tout cas par le pilote qui lui a appris à conduire à Ébi. Mais effectivement, la présence de Saint-Ex à Strasbourg pendant 3 mois est quelque chose que beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de Strasbourgeois même ignorent. Ils peuvent aller contrôler en tout cas la plaque qui est rue du 22 novembre, où il a loué une chambre pendant ces 3 mois. La plaque rend bien hommage à la présence du jeune Antoine, qui avait une vingtaine d'années à l'époque. Et qu'on retrouve aussi dans certains de vos romans. Exactement. Voilà, le grand almanach de l'Alsace 2020. Franchement, c'est passionnant, c'est très bien. Merci beaucoup Jacques Fortier. Merci à vous. Merci à vous et bravo surtout à vous, Christelle Leroux. MOF 2019 et 3 médailles ramenées du Brésil pour un concours exceptionnel mondial. Félicitations. Merci. Merci camarades. On va se retrouver demain à 19h. Avant cela, c'est ce que je vous propose, c'est le rendez-vous du logement et de l'habitat. Mais bien sûr, avant, ce sont les terroirs avec Valérie Zago. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Eguisheim. On va à la rencontre du domaine Grus, 17 hectares, 3 grands crus. On y va. Bonjour André. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous. Et je souhaiterais aujourd'hui qu'on parle de votre Pinot Gris qui s'appelle Casse-Noisette. Et peut-être le mieux, c'est d'en parler dans vos vignes. On y va ? Avec grand plaisir. Alors André, nous voici dans la parcelle Hortel, l'une des 2 parcelles qu'on va assembler pour faire la fameuse cuvée Casse-Noisette, qui est un Pinot Gris. L'autre parcelle, c'est plutôt sur le Haut-Rhin. Moi, je me pose déjà la question. Pourquoi Casse-Noisette? C'est une relation avec le ballet? Casse-Noisette, ça n'a rien à voir avec Tchaïkovski. Je m'en doutais, mais je pose quand même la question. C'est un petit clin d'œil à cette cuvée qui est un petit peu hors des sentiers battus. Un petit clin d'œil aussi à mon grand-père. Et les 2 parcelles ont en commun d'avoir un terroir calcaire-gréseux, mais une altitude différente, une exposition différente. C'est ça, en fait, pour l'élaboration de ce vin, on est allé chercher 2 parcelles complémentaires. La première, l'Hortel, où on est là, qui est un terroir toujours très mur, qui jouxte le Pfärzichberg dans sa partie basse. Un des 2 grands crus. Un des 2 grands crus d'Eguisheim. Et qui va amener finalement la puissance, l'opulence à la cuvée. Et puis le Haut-Rhin, plus en altitude, presque 100 mètres plus haut, qui va mûrir plus tard. Donc la trame, plutôt acide. C'est ça. Mais la vraie particularité, c'est plutôt un élevage vraiment différent de ce qu'on peut retrouver en Alsace. Ouais. Moi, j'ai
J'ai étudié et puis j'ai passé un petit peu de temps en Bourgogne, une région que j'aime beaucoup pour, des grands vins blancs. Pour ses deux couleurs. Et l'idée finalement, ça a été avec le Casse-Noisette de vinifier un pinot gris totalement sec avec cet élevage bourguignon, donc une vinification en fût, en demi-muit. En demi-muit, pas avec la fameuse pièce bourguignonne. Hein. Non, là on déroge alors pourquoi un peu. ce choix de demi-muit? Le demi-muit marque moins le boisé du vin. C'est un boisé modéré, oui. On cherchait à préserver le fruité aussi du pinot gris. Oui, vous voulez vraiment conserver l'identité Alsace. Il faut qu'on reste en Alsace. Bah oui, bien tout sûr. Petit pied dans la Bourgogne, mais un style quand même résolument encore alsacien. On en a déjà appris beaucoup sur cette cuvée Casse-Noisette, hein, ce fameux pinot gris. Moi, je propose maintenant qu'on aille le goûter. Le mieux, c'est de faire un petit pique-nique. Je vous propose d'y aller. On y va. Alors, c'est le moment que j'attends avec impatience. Hein. On va goûter ce fameux pinot gris Casse-Noisette. Parfait. Je vous laisse ouvrir la bouteille. Valérie. On va déjà regarder cette belle robe hein, d'un très joli jaune. Or, petit reflet vert, hein, belle brillance. Bon, ça traduit un peu la jeunesse, ouais. Ah oui, ouais, 2017. 2017. Potentiel de garde de ce vin, on n'en a pas parlé? Bah ça, c'est des vins qui vieillissent très bien. Plus de 10 ans ouais, facilement. Bon, on a du recul maintenant avec notre premier millésime 2004, qui se goûte encore parfaitement bien. Vous avez encore la chance d'en avoir en On cave. en a gardé. Au nez, on a ce côté quand même fruit jaune caractéristique des pinots gris, ce côté abricot mais relativement mûr. Des notes de fleurs blanches aussi, hein, un peu sur même des notes de violette et de rose hein, qu'on ressent. Bon, il donne envie de le passer en bouche. On va trinquer. À votre santé. À votre santé. On retrouve la typicité du pinot gris, mais il y a toutes ces complexités apportées par votre élevage qui fait toute la différence. Enfin, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire. C'est vrai qu'à l'aveugle, c'est surprenant. Ah, c'est très surprenant. On n'est pas tout à fait en Alsace. Non, on n'est pas tout à fait en Bourgogne. Non. Du coup, il faut inventer une nouvelle région pour ce vin. C'est incroyable. Ben, c'est un vin qui a sa personnalité à lui et qui se défend bien dans notre gamme de pinot gris alsacien. J'imagine. Du coup, André, ce vin s'accorde avec quel type de plat? Idéalement, une poêlée de Saint-Jacques ou un risotto aux champignons. Bon, aujourd'hui, ce ne sera pas possible, André, parce qu'on est en pique-nique. Hein. Donc, du coup, moi, je vous ai amené quelque chose de beaucoup plus simple, mais goûteux à la fois. Un magret de canard fumé. Je pense que ça s'accordera très bien avec ce type de vin. Ça va être parfait. Bon, merci beaucoup. Et nous, on se dit à vos verres et à jeudi prochain. Et place à présent au rendez-vous du logement et de l'habitat. On va découvrir notamment un bureau décentralisé à Schirmeck pour trouver son logement social. C'est signé de Fanny. Moi, je vous dis à demain à 19h. Salut! Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat. Nous sommes dans la vallée de la Bruche et plus précisément à Schirmeck aujourd'hui pour parler des permanences que la CIBAR a ouvertes il y a quelques mois maintenant dans différents secteurs et notamment à Wasselonne. Vous l'avez déjà vu l'an passé. Suivez-moi, on va en parler un petit peu plus en détail. Bonjour Jean. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes gestionnaire d'immeubles à la CIBAR, c'est ça? C'est ça. En gros, donc aujourd'hui, on est dans une permanence décentralisée des bureaux de la Société immobilière du Bas-Rhin. À quoi est-ce qu'elles servent? Rappelez-nous un petit peu en détail à quoi servent ces permanences. Donc les permanences qu'on a mises en place nous permettent donc de recevoir nos locataires sur des territoires qui sont un peu éloignés de notre siège à Strasbourg. Donc celle de Schirmeck, effectivement, donc, vise nos locataires du secteur direct ici, donc Vich, Wackenbach, Salle. Donc ces locataires viennent nous voir pour nous exposer différents problèmes, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer du coup dans leur logement, dans leur vie de tous les jours, ou alors des demandes de logement
que ce soit pour eux ou pour des connaissances, donc ils viennent aussi nous voir pour ça. Et vous êtes toujours en binôme en fait ici. Aujourd'hui vous êtes là avec Pamela, vous le disiez. C'est ça. Pourquoi vous êtes là en binôme? Vous faites pas le même métier, vous répondez pas aux mêmes questions? Voilà, tout à fait. Donc on est là en binôme, donc Pamela qui est plutôt là pour tout ce qui est l'aspect location, clientèle, et moi pour l'aspect plutôt technique, pour la réponse technique du coup des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur logement. Une porte qui ferme mal, une fenêtre à régler, problème d'entretien extérieur, voilà, toutes ces petites choses-là. Quel est le bilan qu'on peut tirer un petit peu de quelques mois d'ouverture de ces permanences? Donc que ce soit Vasselon ou Schirmeck, c'est plutôt positif. Il y a du monde qui vient nous voir. Alors bon, je pense qu'il faut qu'on soit peut-être aussi encore un peu plus connu, peut-être qu'on fasse encore un petit peu de pub pour attirer encore un peu plus de monde. Voilà. Après oui, voilà. Après dans des territoires comme ici, c'est vrai que les gens au lieu de venir sur Strasbourg, du coup ils viennent nous voir directement à Schirmeck. Ouais. Donc ça permet d'avoir un contact humain qui est aussi assez sympa. Donc voilà, on se pose, on discute 5 minutes, c'est peut-être un peu plus sympa que le téléphone ou le mail. Ça permet de mettre un nom sur un visage aussi, Voilà. et inversement. Voilà, donc ça permet aux locataires de nous connaître. Et nous aussi, du coup, de les connaître. Donc c'est toujours plus sympa, effectivement, et plus personnel qu'un mail, qu'un coup de téléphone, quoi. Et du coup, imaginons, je sais pas, il y a une personne qui vient, qui dit, voilà, j'ai un souci, par exemple, un robinet qui fuit chez moi. Vous êtes gestionnaire d'immeuble, vous savez, en fait, traiter ce genre de problème. Ça vous permet aussi de vous dire, une fois que vous avez plié votre ordinateur et terminé la permanence, de vous rendre directement, par exemple, chez les locataires, des choses comme ça? Oui, ça c'est un des avantages aussi. Donc si ça reste un problème assez simple à résoudre, effectivement, on quitte la permanence le soir avant de rentrer, on peut passer faire un saut, voilà, si c'est une fenêtre à régler ou une petite fuite, il suffit de changer un joint, voilà, c'est des choses qu'on peut faire encore rapidement, donc c'est vraiment la proximité et la réponse pas immédiate mais quasiment, quoi. Merci Jean, à très bientôt. Merci, à bientôt. Tout de suite, on va retrouver le président de la communauté de communes pour nous parler plus en détail de ces permanences et ce qu'elles impliquent pour la communauté de communes. Monsieur Grandadam, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la Comcom de la vallée de la Bruche, je ne me suis pas trompée. Non, tout est juste. Alors dites-nous, vous êtes ici dans une maison des services en fait, c'est ça? On a créé cette maison de service au fur et à mesure, vous voyez, mais on a 25 partenaires qui viennent ici pour des permanences sur le plan judiciaire, sur le plan habitat, parce que depuis longtemps, on a une politique d'habitat, et avec une permanence qui est très très fréquentée. Avec des aides de l'ANA, des choses comme ça qui sont possibles. Et donc, il y a beaucoup de monde qui vient chaque mercredi sur ces questions d'habitat. Et donc, la dernière permanence en date, c'était la Société immobilière du Bas-Rhin. Oui, et on est content de les accueillir parce qu'on a besoin de logements sociaux de qualité. Il ne suffit pas de construire, vous voyez, il faut quand même entretenir, et puis il faut surtout apporter le service conseil qui va avec. Et ce service conseil, c'est très important de l'avoir dans la proximité. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire, oui, avec tout un ensemble de services. Mais sur l'habitat, en plus particulièrement, donc on a maintenant un complément pour le locatif qui est très intéressant. Et d'où l'intérêt d'avoir du coup ce service ici. Bien sûr. Très bien. Eh ben, en tout cas, je vous remercie, monsieur, de nous avoir partagé tout ça au niveau de votre communauté de communes. À très bientôt. À très bientôt, merci. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi prochain pour un nouvel épisode de votre magazine du logement et de l'habitat. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20.